amis et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Aujourd'hui nous allons parler d'ondes mécaniques progressives périodiques pour les élèves deuxième année baccalauréat, toutes les branches. Voilà, nous allons commencer par la définition d'une onde mécanique progressive périodique. C'est le phénomène qui accompagne la propagation d'une perturbation se répète indéfiniment. Les propriétés d'ondes mécaniques progressives périodiques sont... Alors la première propriété, c'est la périodicité temporelle. Elle s'appelle la période T. C'est la durée qui sépare l'arrivée de deux perturbations successives en un point est appelée période T. Il est en secondes. Voilà, donc d'après la figure, donc c'est la durée entre deux signaux successifs. La fréquence n de l'unité Hertz, ou bien notée Ni, du phénomène est l'inverse de la période. Ça veut dire n est égal à 1 sur t. T en secondes et n en Hertz. Deuxième propriété, c'est la périodicité spatiale. Elle s'appelle la longueur d'onde lambda. Donc la longueur d'onde lambda, ou bien la période spatiale, c'est la distance qui sépare deux perturbations consécutives. Voilà, vous voyez dans le schéma, le lambda c'est la distance entre deux signaux successifs. Donc, c'est la distance parcourue par l'onde progressive sinusoïdale pendant la période T. Alors, maintenant, on passe à l'onde mécanique progressive sinusoïdale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une onde progressive périodique sinusoïdale? C'est la perturbation créée par la source entraîne une variation sinusoïdale en fonction du temps. Voilà, ça veut dire sous forme de la courbe de sinus, tout simplement. L'élongation de la source S est une fonction sinusoïdale du temps. Elle se crée sous la forme y de t est égal à ym cos de 2p sur t plus phi. Ym max, c'est l'amplitude maximale et phi, c'est la phase est déterminée par les conditions initiales. Alors maintenant, on va voir la relation entre la période t et la longueur d'onde lambda. Donc, quelle est la relation entre t et lambda? Voilà la relation. Lambda est égal à la célérité fois la période est égal à la célérité sur la fréquence parce que t est égal à 1 sur la fréquence. L'unité de la célérité, c'est mètres par seconde. L'unité de la période, c'est seconde. Et l'unité de la fréquence, c'est hertz. Alors, l'unité de lambda, c'est le mètre. Donc, c'est une distance. Alors, on passe à la comparaison des mouvements de deux points d'un milieu de propagation. Alors, en général, deux points, soit L Weber en opposition de phase, soit en phase. Alors, deux points MA et M2 d'un milieu Weber en phase, c'est leur distance D est égale à un nombre entier naturel K de longueur d'onde lambda. C'est-à-dire, D est égal, M1, M2 est égal le nombre entier K fois lambda. Deux points MA et M2 d'un milieu Weber en opposition de phase, c'est leur distance D est égale à un nombre entier impair
ça veut dire 2K plus 1 de demi-longueur d'onde. Ça veut dire D est égal M1, M2 est égal 2K plus 1, entre parenthèses, fois lambda sur 2. Par exemple, on prend 3 points, M1, M2, M3 sur la figure suivante. Alors, les deux points M1 et M3 vibrent en phase. Pourquoi? Parce que la distance entre M1 et M2 est égale tout simplement lambda. Donc, les deux points vibrent en phase. Les points M1 et M2 vibrent en opposition de phase. Pourquoi en opposition de phase? Parce que la distance entre M1 et M2 c'est est bien égale demi lambda. Donc M1 et M2 est égal à 1 sur 2 lambda. Alors M1 et M2 vibrent en opposition de phase. Alors on passe à la stroboscopie. Alors un stroboscope est un appareil qui émet des flashs lumineux à une fréquence réglable notée NE et de période TE. Ça veut dire NE est égal à 1 sur TE. En comparant la fréquence de stroboscope avec la valeur de la fréquence du phénomène, on peut voir deux possibilités. La première possibilité, c'est l'immobilité apparente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'immobilité apparente? Pour une fréquence de stroboscope telle que la fréquence du phénomène est égale K fois NE avec K entier naturel, la corde a l'aspect d'une sinusoïde immobile, donc la plus grande fréquence des éclairs est égale à la fréquence de la corde. Ça veut dire pour la valeur de K est égale à 1. On trouve N est égal à NE max. Ça veut dire la valeur maximale. La deuxième possibilité, c'est le mouvement apparent. Pour N plus proche de NE, on observe un mouvement apparent ralenti de fréquence NA, avec NA est égal à la fréquence du phénomène moins la fréquence de stroboscope. Alors, dans cet état, on peut voir deux étapes. Alors, pour N plus proche de NE et N supérieur à NE, on observe un mouvement ralenti dans le sens direct. Ça veut dire NA supérieur à 0. Pour N plus proche de NE et N inférieur strictement à NE, on observe un mouvement ralenti dans le sens, cette fois, inverse. Ça veut dire la valeur de NA est négative. Alors maintenant, on passe au phénomène de diffraction. D'après la figure, lorsqu'une onde mécanique franchit un obstacle au travers une ouverture, il peut se produire le phénomène de diffraction. Comme vous voyez dans la figure, donc dans la première figure, on a A inférieur à lambda, ça veut dire le phénomène de diffraction. Il y a les ondes d'entrée et les ondes de sortie. Les ondes d'entrée, la forme d'onde d'entrée a des formes différentes de l'onde de sortie. Ça veut dire l'onde incidente et l'onde diffractée. Donc, comme vous voyez, ils n'ont pas même forme. Par contre, dans le deuxième cas, ça veut dire A supérieur est égal à lambda, dans ce cas-là, il n'y a pas de phénomène de diffraction. Parce que la forme de signal d'entrée a la même forme de sortie, bien sûr.
Donc, il n'y a pas de phénomène comme vous voyez. Donc, la condition principale, c'est pour que ce phénomène soit notable, il faut que la dimension A de l'obstacle et la longueur d'onde lambda soient de même ordre de grandeur ou que A inférieur à lambda, tout simplement. Soit on parle de même ordre de grandeur ou bien que l'ouverture A inférieure à lambda. Alors il faut noter bien que les deux ondes incidentes et diffractées ont même fréquence n et même vitesse v et par conséquent même longueur d'onde lambda. Alors comme vous voyez dans la figure, la longueur d'onde lambda c est égale à la longueur d'onde lambda c. Ça veut dire onde incidente, la longueur d'onde incidente est égale à la longueur d'onde diffractée. La même chose pour le cas où il n'y a pas de diffraction. Alors maintenant on passe au milieu dispersif. Alors un milieu de propagation est dispersif quand la vitesse de propagation d'une onde progressive sinusoïdale dépend de sa fréquence, tout simplement. Si la vitesse dépend de sa fréquence, ça veut dire si elle se varie avec la fréquence, on dit que le milieu est dispersif, sinon il n'est pas dispersif. Exemple, pour une cuve à eau peu profonde, alors pour une fréquence de n est égale 20 Hz, la vitesse v est égale 0,178 mètres par seconde. Lorsqu'on change la fréquence, ça veut dire on augmente la fréquence, n est égale 40 Hz, la vitesse augmente aussi. V est égal à 0,208 mètres par seconde. Donc, lorsque la fréquence varie, la vitesse varie aussi. Alors, on dit que la vitesse dépend de la fréquence, tout simplement. Alors, l'eau, c'est un milieu dispersif. Par contre, la vitesse de propagation d'une onde sonore dans l'air est indépendante de la fréquence de sa source, tout simplement. Ça veut dire la vitesse de son, il ne change pas. Alors, l'air n'est pas dispersif. Et voilà les élèves, avec le milieu dispersif, on termine les ondes mécaniques progressives périodiques. Et pour fixer les idées et pour aussi appliquer vos compétences, nous allons faire des exercices avec les corrigés bien sûr. Donc, alors voilà l'exercice. Alors les données de cet exercice, on donne le diagramme de mouvement d'un point M, sinusoïde du temps, d'abscisse X par rapport à la source extrémité d'une corde le long de laquelle se propage une onde sinusoïdale transversale à une célérité constante, V est égal à 20 mètres par seconde. Pour les questions, prélevé du graphe, la question 1A, la période temporelle T de l'onde et calculer sa fréquence et déduire la longueur d'onde lambda. La question 1B, prélever le retard temporel T, bientôt, du point M et calculer son abscisse. Deuxième question, déterminer l'équation horaire de mouvement du point M et déduire celle du point S. Voilà la figure. Et vous avez un peu de temps pour relire les données de cet exercice.
la correction. On commence par la première question, voilà, A, la période temporelle de l'onde et la fréquence et aussi la longueur d'onde. Alors on commence par la période. Alors nous avons vu de la leçon que la période c'est la durée entre deux perturbations successives. Et d'après la figure, un carreau représenté par 10 millisecondes. Alors, sachant que T représenté par deux carreaux, donc T est égal 2 carreaux fois 10 millisecondes, donc est égal 20 millisecondes, donc est égal 2 fois 10 moins 2 secondes. Alors pour calculer la fréquence, on applique la relation entre la période et la fréquence. On sait que la fréquence c'est l'inverse de la période. Alors on passe à l'application numérique. Donc n est égal 1 sur 2 fois 10 puissance moins 2 secondes est égal 50 Hz. Alors maintenant on calcule la longueur d'onde lambda. Alors pour calculer la longueur d'onde, on applique la relation du corps. C'est lambda est égal la vitesse fois la période. Et pour la célérité, on a déjà la valeur dans les données. V est égal 20 mètres par seconde. Et on a calculé dans la première question la période. Donc, application numérique, lambda est égal 20 fois 2, 10 moins 2 est égal 0,4 mètres. Alors la question B, le retard temporel taux du point M et son abscisse. Alors, voilà la figure. Donc, d'après la figure, le retard c'est entre 0 et ce point-là. Donc, T, elle est là. Voilà. Ça veut dire T représenté par 3 carreaux. 1, 2 et 3. Ça veut dire taux est égal à 3 fois 10 millisecondes. Donc, on transforme en seconde. Donc, taux est égal à 3 fois 10 moins 2 secondes. Alors, d'après la figure, la période T représentée par 2 carreaux et taux représenté par 3 carreaux. Alors, taux est égal à combien en fonction de la période? Est égal à 1,5 T. Et comme vous savez, le temps est égal à la distance sur la vitesse. Donc, taux est égal à l'abscisse sur la vitesse. Donc, x est égal à 1,5 fois la période fois la célérité. Donc, on remplace la célérité par sa valeur, on a déjà dans les données. Et t, on a déjà trouvé sa valeur, c'est 2,10 moins 2 secondes. Donc, x est égal à 0,6 mètres. Deuxième question, l'équation horaire de mouvement du point M et aussi l'équation horaire du mouvement du point S. Alors, on commence par le point M. Alors, en général, l'équation du mouvement rectiligne sinusoïdal s'écrit sous la forme suivante. Ym de t est égal à y max fois sinus oméga t plus phi. Donc, et d'après la figure, bien sûr, ym c'est la valeur maximale, ça veut dire c'est la valeur entre 0 et ce point-là, ça veut dire 2. 2 et 2 fois 10 moins 3 mètres. Et oméga est égal à 2p fois la fréquence. Donc c'est la vitesse angulaire. Donc est égal à 2 fois p fois 50 Hz. Ça veut dire est égal à 100 p radians par seconde. À l'instant t est égal le retard taux ym de taux, voilà,
dans ce point, ym est nul. Ça veut dire ym de t est égal à 0. Et comme vous savez, bien comme vous voyez dans la figure, il est décroissante. D'accord? Alors on peut écrire ym de tau est égal à y max sinus oméga t plus phi est égal à 0. On remplace ym par sa valeur. On trouve 2 fois 10 moins 3 sinus oméga t plus phi est égal à 0. Et on remplace oméga par sa valeur. Donc, 2 fois 10 moins 3 différents 0. Donc, sinus 100 pi fois 4 fois 10 moins 2 plus phi est égal à 0. Alors, on fait le calcul. Donc, 10 moins 2 fois 100, c'est 1. Donc, c'est 4p. Il reste 4p plus phi. Et mathématiquement, vous savez bien que sinus de Pn plus phi est égal à sinus phi. C'est une relation mathématique. Alors, sinus de phi est égal à 0. Implique soit phi est égal à 0 rad, soit phi est égal à p rad. Alors, comment choisir la vraie valeur? Alors, on a déjà dit que ym de t est décroissante. D'accord? Ça veut dire la dérivée de ym par rapport à x est négative. D'accord? Donc, cos de phi inférieur à 0. Cos de phi, c'est la dérivée de sinus phi. Donc, comme vous savez, le cos de phi inférieur à 0 pour soit on n'est pas pour 0, mais pour pi, parce que cos de pi est égal à moins 1, mais cos de 0 est égal à 1, donc la vraie valeur c'est phi est égal à pi radian. Voilà. 2, ym de t, c'est l'équation finale, donc ym de t est égal à 2 fois 10 moins 3 sinus oméga pi t plus p. Alors, pour trouver l'équation horaire pour S, alors on sait bien que la relation entre YS et YM, on a déjà vu dans la leçon d'onde mécanique progressive, YS de t est égal à YM de t plus le retard temps. D'accord? Donc on remplace YM par sa valeur 2 fois 10 moins 3 sinus 100 P, voilà, on place par T plus tau. Voilà, donc ça veut dire est égal à 2 10 moins 3 sinus 100 P facteur de T plus 3 fois 10 moins 2. Voilà, c'est le retard, on remplace le retard par sa valeur. Et on développe, on trouve tout simplement 2 10 moins 3 sinus 100 pt plus 4p. Et on applique cette relation de sinus. On trouve ys de t est égal à 2 10 moins 3 sinus 100 pt. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Donc, et n'oubliez pas, mes amis, de faire s'abonner pour partager avec vos amis. Et je vous souhaite bon courage et bonne continuation et essayez de travailler